Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF. Aujourd'hui, Léa interroge le docteur Océane Pecheux qui se retrouve de l'autre côté du micro des gynécos le temps d'un épisode. Le docteur Pecheux est gynécologue obstétricienne aux hôpitaux universitaires de Genève et va nous partager ses connaissances sur les possibilités d'allaitement suite à une chirurgie mammaire ainsi que sur la chirurgie en contexte d'allaitement. Salut Océane, cette fois-ci tu passes de l'autre côté et c'est moi qui t'interviewe sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est l'allaitement après une chirurgie mammaire. Alors dans un premier temps, on va questionner la patiente pour savoir de quoi elle a été opérée exactement et à quel endroit. Est-ce qu'on peut revenir sur l'examen initial d'une patiente déjà qui a été opérée au niveau des seins? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bon, déjà, moi aussi, je suis ravie de, de faire cette interview avec toi sur notre chaîne et pour parler allaitement d'autant plus. Donc, les éléments qui nous intéressent quand la patiente elle a déjà eu une chirurgie mammaire et qu'elle est enceinte, je pense que là, on est dans le contexte un petit peu du conseil prénatal sur l'allaitement, de l'anticipation de l'organisation de l'allaitement. Déjà, bien sûr, lui poser la question, essayer de récupérer les comptes rendus opératoires quand c'est possible. On se pose d'abord la question de l'indication de la chirurgie, surtout par exemple si c'était une mastectomie ou une augmentation mammaire. Est-ce que c'était une mastectomie pour cause bénigne ou oncologique? Auquel cas, est-ce qu'elle a encore des traitements pour un cancer, etc. Est-ce que la mastectomie était partielle ou totale? Et si c'était une augmentation, est-ce que c'était pour une hypoplasie mammaire préalable? Ensuite, on essaie d'évaluer la cicatrice, si on a le compte-rendu opératoire, d'autant plus précisément, sa localisation, taille, profondeur. Si on parle de réduction du volume mammaire, de quel volume il s'agissait? Est-ce que l'aréole a été repositionnée ou pas? C'est un élément qui nous intéresse beaucoup. Est-ce que le mamelon présente toujours une sensibilité résiduelle ou pas? Depuis combien de temps a eu lieu cette chirurgie, le délai depuis la chirurgie? Est-ce que la patiente a déjà allaité depuis la chirurgie? Ça, bien sûr, c'est un élément hyper rassurant. Et puis, si la patiente porte des prothèses, leur localisation, notamment souvent sous le muscle pectoral ou au-dessus, c'est-à-dire directement sous la glande mammaire. Dans ce cas-là, on imagine que la prothèse a pu étirer un petit peu la glande, a pu la déplacer, qu'elle gêne plus la glande, on va dire, que si elle est vraiment sous le muscle pectoral. Mais dans tous les cas, ça reste juste des éléments qui font qu'on va pouvoir essayer d'évaluer, d'estimer un petit peu à quel point le risque d'échec ou de complication de l'allaitement, il va être élevé sur cet antécédent-là. Néanmoins, même s'il y a certaines situations qui sont plus à risque, comme le repositionnement de l'aréole, etc., on a du mal à savoir à l'avance exactement quel allaitement va pouvoir fonctionner et lequel va systématiquement échouer. Donc, de manière générale, le message, c'est d'essayer d'anticiper au mieux et que c'est surtout des patientes qu'il faut repérer pour les accompagner de manière très attentive en postpartum et pour leur allaitement, de bien les préparer à l'allaitement. Et c'est vraiment ça reste ça du coup le message principal. Donc, il n'y a aucune chirurgie qui empêche complètement un allaitement après? La mastectomie totale bilatérale, ça empêche complètement l'allaitement après. Par exemple, le repositionnement de l'aréole, il faudrait vraiment que ce soit un repositionnement sur une courte distance, qui soit très ancien, pour qu'on espère peut-être qu'il y a eu des nouvelles connexions, une repousse. Bon, ça, ce serait vraiment une situation dans laquelle on imagine que la patiente, elle parviendra pas à allaiter. Mais c'est une situation finalement relativement rare. Et après, en dehors de ces deux situations-là, oui, moi, j'imagine qu'on pourrait pas, en tout cas, d'emblée, affirmer à 100% que l'allaitement est impossible et que ça vaut même pas le coup d'attendre le postpartum immédiat, de voir s'il y a du colostrum qui perle au mamelon, si on sent une montée laiteuse, une augmentation, un œdème mammaire. Oui, je pense que dans les autres cas, c'est difficile de dire vraiment à l'avance.
Ok. Est-ce qu'il y a des risques à cet allaitement? Alors, le risque principal d'un allaitement après chirurgie mammaire, c'est ce qu'on appelle un petit peu dans le langage courant l'insuffisance de lait, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir assez de lait pour allaiter son bébé. Et bien sûr, quand on se pose cette problématique-là, le premier point qui nous intéresse, c'est l'objectif maternel. C'est déjà pas pareil si la patiente, elle veut allaiter de manière générale ou allaiter exclusivement son bébé. Donc, il y a toujours une problématique d'objectif là derrière. Mais voilà, la problématique principale, ça restera, on va dire, le manque de lait après une chirurgie mammaire. Les chirurgies qui sont très impactantes pour l'altération de la lactation, c'est la réduction, mais aussi l'augmentation mammaire, surtout si la patiente porte des prothèses. Néanmoins, il y a eu une méta-analyse sur chacune de ces deux problématiques, respectivement 2017-2018. La réduction mammaire, du coup, c'était une méta-analyse qui regroupait 51 études qui présentaient une grande variabilité, comme beaucoup de méta-analyses. Et la médiane de succès de l'allaitement, elle a été évaluée vraiment en fonction de la conservation de la colonne de parenchyme mammaire sous-aréolaire. Cet endroit où se rejoignent tous les canaux mammaire qui servent à collecter le lait dans la glande mammaire en général est forcément en toute logique hyper important, d'autant que ce qu'on a mis du temps à comprendre, c'est que finalement le nombre de ces canaux collecteurs du lait maternel, il est assez réduit. Il y a des patientes, par exemple, qui n'en ont que 4 et qui peuvent tout à fait allaiter correctement leur enfant, mais du coup, on imagine que si on en perd 2, bon, on a déjà la moitié de notre potentiel de collecte en moins. Donc, en gros, pour la conservation de cette colonne de parenchyme sous-aréolaire, s'il avait été resséqué complètement, cette méta-analyse rapportait 4% de succès d'allaitement, alors que c'était 75% si elle était conservée partiellement, avec quand même un grand interquartile qui allait de 37 à 100%, et 100% si la préservation était complète. Donc, en cas de réduction, est-ce que cette zone a été resséquée ou pas, c'est vraiment ça qui peut essayer de nous orienter au maximum sur le succès de l'allaitement. Après, on voit que même si la zone a été resséquée complètement, il y a 4%, et c'est un intervalle qui va en fait de 0 à 38, donc c'est large, mais de toute façon, il y a quand même un petit pourcentage de patients qui a réussi son allaitement. Du coup, c'est difficile à nouveau de contre-indiquer au préalable de manière systématique l'allaitement dans cette circonstance. C'est juste que bien sûr, je pense qu'on peut prévenir la patiente que ça risque d'être compliqué, qu'il faut qu'elle soit prête à ce que l'allaitement ne fonctionne pas et que, en tout cas, elle a besoin d'être accompagnée et d'être surveillée pour pas négliger pendant longtemps une insuffisance de lait qui aurait des conséquences surtout sur la prise de poids du bébé, bien sûr. Et ensuite, donc pour l'autre méta-analyse, celle qui traitait de l'influence des prothèses mammaires sur l'allaitement en 2018, elle a rapporté 0,63, on va dire, de risque relatif pour l'allaitement exclusif, donc une diminution des allaitements exclusifs, mais quand même un pourcentage assez satisfaisant de succès de l'allaitement exclusif après prothèse. Et l'allaitement de manière générale, donc même mixte ou partiel comme on veut, 0,88. Donc à nouveau un chiffre assez encourageant. La résection de la colonne de parenchyme sous-aréolaire, c'est systématiquement stipulé dans le compte-rendu opératoire? Alors, probablement que malheureusement, non. On va jamais réussir. Mais en tout cas, du coup, ça fait partie des choses qu'on pourrait retenir pour tous ceux qui font de la chirurgie mammaire, que c'est intéressant de préciser, justement. Mais je pense que pour l'instant, comme c'est vrai que dans le cadre de ces chirurgies qui sont à but esthétique principal, on pense pas forcément à l'allaitement ultérieur, ou en tout cas, c'est pas la priorité. Mais bon, voilà. Du coup, je pense qu'en tout cas, si c'est un élément qui a des conséquences possible sur la suite de la vie de la patiente, oui, on devrait s'efforcer à le faire apparaître. Pareil pour les volumes de résection, décrire la cicatrice, même si on peut toujours observer la patiente, mais parfois, imaginons même chez une patiente qui a eu beaucoup de vergetures ou des choses comme ça, c'est quand même pratique si l'incision elle est détaillée dans le compte-rendu opératoire. On pense que les incisions périaréolaires, par exemple, elles sont plus à risque de léser cette colonne de parenchyme, mais surtout les quelques canaux collecteurs du lait qui rejoignent le mamelon. Donc, c'est probablement le type d'incision qui est peut-être la plus jolie. En tout cas, c'est une incision qu'on favorise facilement à but esthétique.
mais qui peut avoir le plus d'impact sur l'allaitement par rapport à une incision, par exemple, radiaire à distance du mamelon. Donc, je pense que non seulement c'est bien si ça apparaît dans le compte-rendu opératoire, mais surtout, c'est peut-être des choses à garder en tête pour une information préopératoire complète et pour laisser le choix à la patiente, du coup, de protéger dans une certaine mesure, en tout cas, éventuellement un allaitement ultérieur. Et donc, quand il y a un abcès, est-ce que tu contre-indiques éventuellement une incision en périaréolaire ? Alors, c'est une très bonne question parce que justement, ça, c'est des choses qui sont beaucoup discutées quand on parle chirurgie et allaitement. C'est là aussi, dans cette situation aussi, probablement que le mieux, c'est de laisser le choix à la patiente. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes où on fait une incision périaréolaire d'emblée sans expliquer à la patiente qu'il y aura potentiellement plus d'impact sur son allaitement. Probablement que le meilleur compromis, c'est de laisser choisir la patiente entre le préjudice esthétique de l'incision radiaire, qui peut toujours quand même être centrée sur une éventuelle vergeture ou sur une trace de la peau existante, mais qui sinon va probablement être plus visible, ou l'incision périaréolaire qui sera plus discrète. Mais déjà, on imagine en termes de positionnement du bébé, par exemple, pour la poursuite de l'allaitement sur le sein, qui a eu un abcès pendant l'allaitement, déjà, c'est plus compliqué. Éventuellement, pour la prise en bouche, etc. D'autant que parfois, on laisse des mèches, des lames. Et puis, pour la lésion éventuelle de la colonne sous-mamelonnaire ou encore pire, la lésion des canaux collecteurs du lait maternel. Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent être discutées au préalable avec la patiente plutôt que de décider pour elle. Je dis ça parce qu'on voit quand même souvent ça. On discute pas forcément du type d'incision avant que la patiente elle soit endormie. Et autre chose d'ailleurs dans ce domaine qui est vraiment intéressant et qui commence à se développer dans certaines équipes, c'est l'alternative à la traditionnelle incision-drainage qui sont les ponctions itératives. Donc, il y a de plus en plus d'équipes maintenant qui proposent la ponction si l'abcès il est de moins de 3 cm. Mais en fait, il y a aussi des équipes finalement qui proposent à la patiente les ponctions sur des abcès plus grands, en sachant que le risque d'échec, c'est-à-dire en tout cas de devoir refaire des ponctions, il est relativement important. Mais une ponction, ça veut dire pas d'incision, ça veut dire pas de lame, pas de mèche en place. Et puis, du coup, on peut comprendre qu'il y a certaines patientes qui préfèrent finalement avoir 4, 5 ponctions plutôt qu'une incision avec une lame qui soit laissée pendant plusieurs jours et qui va justifier beaucoup de soins locaux, beaucoup d'adaptation de son allaitement. Donc, il y a eu quelques petites études, notamment une en Suède, une étude rétrospective relativement récente à Lyon aussi, de patientes dont les abcès ont été ponctionnés. Par exemple, à Lyon, ils ont inclus 34 patientes avec des tailles d'abcès qui allaient jusqu'à 15 cm et du coup des moyennes de 1 à 4 ponctions mammaires. Et finalement, ils retrouvent quand même 91% de réussite, c'est-à-dire pas besoin de chirurgie après forcément, et puis 88% de poursuite de l'allaitement. Sur leur cohorte, au final, il y a eu 3 patients qui ont dû être réopérés sur les 34 et quand même 5 fistulisations. C'est quand même des résultats relativement encourageants. Je trouve après, encore une fois, tout dépend de l'objectif et des priorités de la patiente, mais du coup, c'est vraiment des choses qui peuvent être discutées. Après, pour compléter un tout petit peu la chirurgie mammaire pendant la grossesse ou l'allaitement, il faut savoir que comme le sein, il est œdémacié, que la vascularisation, elle est augmentée pendant l'allaitement. Pour toute chirurgie, pendant l'allaitement, on a des risques plus importants de saignement, d'infection, de retard de cicatrisation, de déhiscence des cicatrices. Et puis, comme je viens de l'évoquer, de fistules lactées aussi. Donc, dans le cadre des chirurgies qui peuvent attendre, par exemple une chirurgie esthétique, on peut conseiller d'attendre 6 mois après l'arrêt du dernier allaitement. Ça paraît raisonnable pour diminuer un petit peu tous ces risques. Et donc, sur des abcès récidivants, il faut aussi penser à éventuellement un cancer. Comment on diagnostique et on prend en charge ces patientes qui sont soit en cours de grossesse, soit en cours d'allaitement? Alors, tout à fait, tu as raison. Et puis, c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose beaucoup. Quand est-ce qu'on sort du cadre, entre guillemets, simple, qui n'est déjà pas tellement, mais de l'abcès?
On peut retenir, je pense, d'évoquer le cancer si on a un nodule qui dure plus de 2 semaines, qu'il n'y a pas d'autre cause, si on a une mastite hyper étendue qui ne s'améliore pas sous antibiotiques, ou si la mastite, elle récidive tout le temps dans le même territoire. Donc pareil pour l'abcès, hein, la récidive systématique dans le même territoire, ça, même si c'est ce qui est le plus fréquent, ça doit nous interpeller. Peut-être qu'après, si on fait une incision de drainage, on peut faire des prélèvements ou ne pas hésiter à compléter avec des imageries de manière générale au moins pour essayer de se rassurer. Une rétraction nouvelle du mamelon ou une modification de la peau, tout ce qui est peau d'orange, c'est-à-dire capitonnage, un épaississement cutané localisé, un eczéma nouveau, et puis le fait que toutes ces problématiques, elles soient toujours au même endroit et qu'elles soient non résolutives. Voilà, c'est un petit peu les signes d'appel pour le cancer. Et après, sinon, cancer et allaitement, c'est aussi un sujet hyper intéressant. On pense déjà, c'est toujours bien de le rappeler, hein, pour défendre l'allaitement et pour l'information prénatale de nos patientes là-dessus, même si bien sûr ça reste le choix de chaque patiente d'allaiter ou pas. C'est quand même important qu'elles connaissent tous les bénéfices de l'allaitement pour leur santé, pour la santé du bébé, parce que ça peut probablement jouer dans la prise de décision. Et on pense que le risque de cancer du sein, il diminue de peut-être d'à peu près 4%, selon un article du Lancet en 2002, quand même un peu ancien, par année d'allaitement, et de 7% par naissance, hein, puisque à chaque fois qu'on est enceinte, on passe autant de mois à pas être exposé de la même manière aux oestrogènes. Et si une patiente a un antécédent de cancer du sein et qu'elle est enceinte, si jamais donc c'est un cancer unilatéral, l'allaitement reste probablement possible du côté sein, et parfois même du côté atteint, si c'était une mastectomie, une tumorectomie partielle à distance du mamelon ou des choses comme ça, avec conservation du mamelon. Une étude américaine qui a rapporté après tumorectomie, une étude un peu ancienne, quand même 24% de sécrétion suffisante de lait, par exemple. Donc, c'est relativement encourageant. Et après, bien sûr, il y a la problématique des traitements du cancer du sein. La radiothérapie, elle est en théorie compatible avec l'allaitement. La chimiothérapie, elle est le plus souvent incompatible. Et après, voilà, bon, il y a la problématique de l'exérèse de la tumeur pendant l'allaitement. On a déjà évoqué les complications qui sont augmentées pendant l'allaitement. C'est sûr que c'est des situations à risque de sevrage très important. Mais voilà, on va dire que de manière générale, c'est un petit peu ça les points à réfléchir et à aborder dans ce contexte. Merci Océane en tout cas pour cette mise en lumière dont on ne parle pas souvent. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Eh bien, peut-être de juste bien informer, préparer ses patientes, leur conseiller un accompagnement optimal à l'allaitement avec tout ce qui est conseillère, mais aussi association de patientes, un suivi rapproché. Et puis voilà, merci à toi pour l'interview. Merci Océane. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.